Non, il y a un sermon bien indiqué à l'Église qui dit, de Saint Paul aux Corinthiens, deuxième épître, il dit, laissez-vous transformer. Laissez-vous transformer. Parce qu'on a beau parler, si vous ne vous laissez pas transformer, c'est comme si on prêchait dans le vide. Ah, pourquoi? Parce que, voyez-vous, quand vous enregistrez votre marque et que vous ne l'entretenez pas, vous ne l'entourez pas, vous ne le défendez pas, vous ne la défendez pas, elle tombe dans le domaine public, entre guillemets, elle est picorée par tout le monde, elle est galvaudée, elle est, entre guillemets, l'expression, je ne veux pas le dire, mais elle est comme dans le domaine public, voilà, pour être plus correct. Donc, c'est de ça qu'il va s'agir tout au long de cette série d'informations. Comment exploiter donc votre marque, comment la défendre. Et vous vous rendez bien compte que tous les pays développés, les pays émergents, les nouveaux pays développés, ils se sont appuyés sur la propriété intellectuelle. La cuillère que nous utilisons tous, la fourchette, l'assiette qu'on utilise à la maison, c'est les objets de propriété intellectuelle. C'est pas tombé, on ne va pas les ramasser dans la nature. C'est des gens qui les ont créés pour notre confort. Et puisque c'est protégé, ils en ont beaucoup, ils exploitent beaucoup financièrement tout ça. Quand on regarde autour de nous, à la maison, la télévision, la cuisinière, le frigo, ça, je prends ces exemples pour dire que la propriété intellectuelle nous entoure. Et donc, faisons en sorte que si véritablement nous voulons participer donc, au développement de notre pays et au développement de notre commerce et au développement de notre nation, il nous faut véritablement faire corps avec cette notion-là. Et je veux aussi dire qu'à l'endroit de nos universitaires aussi que c'est important parce que tout part de l'intellect. Donc, les gens créent à l'université, ils créent des trucs, mais il faut qu'ils puissent trouver des moyens pour le vendre. Sinon, autrement, leur richesse sera que théorique. Donc, voilà un peu, pour vous dire combien la propriété intellectuelle est importante, nous le savons. Mais c'est ensemble que nous allons véritablement conjuguer tout ça en vrai outil de développement. Donc, je voudrais donc, au nom du directeur général de l'OIP, vous dire sincèrement merci de vous être associé à cette initiative-là. Et je vous donc souhaite une très belle écoute. Le débat sera ouvert, franc, simple. Peut-être que vous pouvez aussi participer en partageant vos expériences. Donc, ne vous sentez pas à l'école. On est vraiment dans le monde professionnel pour échanger. Voilà. Donc, à bientôt. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, M. Sokouan. Ainsi, notre session est ouverte. Oui. Nous allons maintenant passer à notre première formation qui est consacrée à la défense des droits de propriété intellectuelle. En effet, la protection est bien, mais il faut aller au-delà, c'est-à-dire connaître les mécanismes de défense de vos droits. Pour ne pas qu'une autre personne, une tierce personne puisse venir s'en approprier et tout. Donc, nous allons laisser l'expert, M. Guillaume Kwame, qui est expert en propriété intellectuelle, nous détailler ces principes-là même, de sorte à ce que vous soyez vraiment aguerris dans cette défense-là même. Merci. Monsieur Guillaume, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Est-ce que vous m'entendez là-bas clairement? Oui, on vous reçoit. Merci. Avant tout propos, permettez que je témoigne de la reconnaissance au directeur général de l'OIPI, Dr Kofi pour l'Assemblée, pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma personne. Dis aussi merci à M. Touboui Bissi, directeur des signes distinctifs du droit d'auteur et des questions émergentes. Dis aussi merci à Mme Dominique Bess,
chef de service communication, vulgarisation et à toute l'équipe d'organisation de ce webinaire. Je suis Kwame Diop, chargé de l'enregistrement des marques, du droit d'auteur et des dessins modèles industriels à l'OIPI. Récemment, j'ai reçu un opérateur qui était tout triste, tout désespéré et qui me parlait en ces termes. Vous m'entendez? Ok. Je disais que j'ai reçu récemment un opérateur qui était vraiment tout triste, tout désespéré et qui me parlait en ces termes. Monsieur Kwame, bonjour. J'ai enregistré ma marque chez vous ici et voici que quelqu'un est en train de copier cette marque-là. Vraiment, veuillez m'aider à défendre mes droits. En tant que conseiller, c'est juste des pistes d'orientation que j'ai pu lui donner. Mesdames et messieurs, chers participants, en vos rangs, grades et qualités, le thème qui nous est soumis ce matin, c'est la défense des droits de propriété intellectuelle. Pour pouvoir mieux cerner ce thème-là, il sera important pour nous de commencer d'abord par définir le thème de propriété intellectuelle. Ça fait un peu écho, je ne sais pas si vous m'entendez aussi comme ça. Ou bien c'est moi celui qui ressent ça. Non, ça va chez moi. On vous entend parfaitement, M. Kwame. Ok. D'accord. Donc, je disais que pour pouvoir mieux cerner ce thème qui nous est soumis, la défense des droits de propriété intellectuelle, il sera important pour nous de définir la notion de propriété intellectuelle. Quel est son contenu? Les créations intellectuelles qui sont incluses dans cette notion de propriété intellectuelle. Et comment sont reparties ces créations intellectuelles? On parle de branches de propriété intellectuelle. À côté de ces branches-là, nous allons voir quels sont les différents droits existants. Parce que pour chaque création intellectuelle, il y a un droit qui encadre, qui protège cette création intellectuelle-là, qui entre dans une catégorie bien précise. À côté des droits existants, quel est l'apport considérable de l'opérateur en termes d'investissement qui va susciter le désir de défendre son droit de propriété intellectuelle? Mais la notion de défense du droit de propriété intellectuelle, comment est-ce que cela s'entend? Est-ce que la défense, c'est seulement au procès? Est-ce que la défense, c'est pas bien avant? En termes de prévention, avec la veille stratégique qui existe et bien d'autres actions qu'on peut poser pour déjà prévenir le danger. Si nous comprenons mieux cette notion de défense du droit de propriété intellectuelle, alors quel est l'intérêt pour nous de défendre? Sous quel fondement, sous quelle base légale nous appuyons pour pouvoir parler de défense ou même de droit de propriété intellectuelle? Il existe des cadres juridiques au plan international, au plan national et au plan régional qui encadrent la propriété intellectuelle. De tous les droits qui existent, il y a nécessairement des personnes malveillantes qui ont cette, on va dire, cette habitude de vraiment trouver des actions pour violer les droits des titulaires ou des auteurs des créations intellectuelles. Donc, nous allons aussi voir les différentes atteintes ou les violations de ces droits qui existent. À côté de ces violations, nous allons voir quel est le mécanisme juridique de défense qui est mis en œuvre par la loi nationale, l'accord de Bangui, donc
on va dire, les conventions internationales ou même les accords régionaux qui existent. Et chez nous, en droit, on dit que la règle de droit tire sa force de la sanction qui existe. Donc, une règle de droit qui n'est pas assortie d'une sanction est vide de son sens. Elle n'a aucune force. Du coup, il serait important pour nous de voir quelles sont les sanctions qui découlent de ces atteintes-là même au droit de propriété intellectuelle. Et nous allons terminer par une conclusion. Je pense que comme le directeur, M. Sungon, l'a dit, ça sera un échange. Nous allons être assez simples comme il le faut. Voilà. Et après, lors de la série des questions-réponses, si vous avez des préoccupations, nous ferons l'effort de pouvoir répondre à cela. Donc, nous allons commencer par le début. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle? Excusez-moi. Oups. Désolé, un souci technique là. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle? La propriété intellectuelle, pour faire simple, c'est tout ce qui est création intellectuelle. Et de ces créations intellectuelles, cela part d'une idée que vous avez en tête. Mais cette idée doit être matérialisée afin que vous puissiez penser à une demande d'enregistrement. Parce que avant d'enregistrer toute création intellectuelle, il y a des conditions qui existent selon votre création. Ici, on peut citer comme création les inventions avec les machines qui existent. Il y a aussi les œuvres littéraires ou artistiques. Ici, dans ce cadre, c'est plus précisément les ouvrages que nous créons. C'est aussi les œuvres d'art plastique, graphistes qui existent, les chorégraphies qui existent, les phonogrammes ou... Un instant, s'il vous plaît. Désolé, il y a quelques petits soucis techniques. On essaie de rattraper ça rapidement. S'il vous plaît, est-ce que vous voyez la présentation? Ok, merci beaucoup. Donc, je disais que je citais déjà les différentes créations intellectuelles qui existent. Donc, pour les œuvres littéraires et artistiques, je disais qu'il y avait même les phonogrammes, les arrangements de sons qui existent. Il y a les logos, ceux qui généralement appellent ça les marques. Voilà. Il y a aussi les noms commerciaux. Il y a même les topographies, les schémas de circuits intégrés, comme aussi les obtentions végétales ou un autre modèle qu'on appelle les petits brevets. Voilà, les modèles d'utilité. Donc, tout cela est son fondement des conventions internationales qui existent, des conventions, des accords régionaux aussi qui existent. Donc ici, j'ai cité pêle-mêle la Convention de Berne, il y a aussi la Convention de Paris, sur la propriété intellectuelle. Il faut dire que toutes ces créations intellectuelles
sont repartis en deux grandes branches. Donc, on a d'une part la propriété industrielle et d'autre part la propriété littéraire et artistique. Donc, pour la propriété industrielle, est rangé les brevets d'invention, les marques, les dessins, modèles industriels, les noms commerciaux, les indications géographiques, les obtentions végétales que j'ai citées. Et d'autre part, pour ce qui concerne la propriété littéraire et artistique, nous avons le droit d'auteur avec les livres, la musique, la peinture, les logiciels, les films, les chorégraphies, ainsi de suite. Et à côté du droit d'auteur, il y a aussi les droits voisins. Voilà, donc c'est un peu les auxiliaires de la création. Donc, comme je disais tantôt, ces différentes créations intellectuelles sont protégées, encadrées par un droit spécifique. D'où l'existence de droits. Quels sont les droits existants? Si nous prenons l'invention, elle est protégée par un titre qui est le brevet. Et le droit qui l'encadre, c'est le droit des brevets. Si nous prenons la marque, elle est protégée par un certificat de marque. Le droit qui l'encadre, c'est le droit des marques. Après, il y a les conditions qui existent pour la protection. Il y a les conditions d'existence ou d'exploitation de ce titre-là. Donc, si on prend ici le brevet d'invention, pour pouvoir avoir une protection sur votre invention, il faudrait qu'elle réponde à certaines conditions, notamment la nouveauté, l'activité inventive et l'exploitation industrielle. Elle ne doit pas aussi être contraire à la morale et aux bonnes mœurs. Donc, si ces conditions sont remplies, vous pouvez bénéficier d'une protection. Et la protection maximale, c'est de 20 ans, prévue par l'accord de Bangui, révisé de 2015 dans son annexe 1. Donc, ces 20 ans, chaque année, vous devez payer des annuités de maintien en vigueur. Donc, comme je disais, le brevet, c'est le titre qui protège. Donc, le droit spécifique, là, le droit des brevets, encadre votre protection sur votre création intellectuelle qui est l'invention ici. Et c'est pareil aussi pour la marque que vous détenez. Vous avez une marque, pour pouvoir être protégée, elle doit aussi obéir à un certain nombre de conditions. Donc, disponibilité, distinctivité, voilà, et licéité. Donc, vous ne pouvez pas enregistrer une marque qui est déjà enregistrée par quelqu'un d'autre. C'est là la disponibilité. Voilà, il faut avoir une marque qui est totalement libre, qui n'est pas encore enregistrée par quelqu'un. Ensuite, il faudrait que cette marque que vous avez là ne décrive pas le produit sur lequel sera posée la marque. Donc, on ne peut pas vendre de l'eau et appeler votre marque eau. Voilà. Du coup, si la marque décrit le produit que vous avez, alors cette marque-là ne pourra pas faire l'objet d'une protection. Une fois que la marque est protégée, vous êtes protégé pour une durée de 10 ans, renouvelable chaque 10 ans. Donc, de ces droits existants, on comprend que l'opérateur fait quand même un investissement considérable. Donc, investissement financier, il donne de son temps, de ses efforts, donc un investissement même matériel même qui est fait aussi pour pouvoir aboutir à ce résultat final qui est la création de son invention ou bien la création de sa marque. Du coup, c'est à bon droit qu'il souhaite protéger, défendre toute exploitation non autorisée de son acquis. D'où l'intérêt même de la défense même de son droit. Mais qu'est-ce que la défense même des droits de propriété intellectuelle? Qu'est-ce qu'on entend par défense?
La défense des droits de propriété intellectuelle est un processus global qui ne se limite pas au procès. Donc, elle englobe un continuum d'action allant de la prévention à la réaction judiciaire pour garantir l'effectivité des droits. Ici, il faut retenir que la défense peut se faire en deux temps. Donc, on peut faire avant ce qu'on appelle la prévention, avant d'avoir une réaction. La prévention ici peut commencer déjà par une veille stratégique. L'accord de Bangui donne des possibilités de pouvoir prévenir déjà les actions d'atteinte. Lorsqu'une personne introduit une demande d'enregistrement de sa marque, de son brevet, de son dessin ou modèle industriel, de son modèle d'utilité, de son nom commercial, de sa variété végétale, l'OAPI fait ce qu'on appelle la publication de la demande. Et la publication de la demande, c'est de laisser le soin à toute personne qui a intérêt de faire ce qu'on appelle une opposition. L'opposition vous permet déjà de parer à toute éventualité de contrefaçon qui pourrait arriver. Donc, si vous voyez, la publication se fait dans le bulletin officiel de propriété intellectuelle. Lorsque vous avez connaissance d'une demande d'enregistrement d'une marque qui est publiée dans le BOPI, dans le bulletin officiel de propriété intellectuelle, vous faites votre analyse. Si vous avez une équipe de veille stratégique, cette équipe-là fera l'analyse. Dans le cas où vous n'avez pas une équipe, vous pouvez demander à un mandataire spécialiste en propriété intellectuelle de pouvoir s'occuper de la veille stratégique pour vos intérêts, ou bien voir un conseiller en propriété intellectuelle qui aussi est compétent en la matière pour pouvoir faire la veille stratégique pour vous. Donc, ces personnes qualifiées vont analyser les différentes demandes d'enregistrement de marque. Si la marque introduite en demande d'enregistrement n'est pas identique à la vôtre que vous exploitez, que vous avez déjà enregistrée, ou bien n'est pas similaire. La similarité, ça peut être au niveau de la phonétique, donc de la prononciation de la marque. La marque peut s'écrire de différentes manières, mais dans la prononciation, il peut y avoir de la similarité qui peut prêter à confusion aux consommateurs d'attention moyen. La similarité peut être aussi au niveau du visuel. Si à l'œil nu, lorsque le consommateur d'attention moyen regarde les deux marques, il ne peut pas faire la distinction, alors vous pouvez soulever cet argument-là pour faire une opposition à la demande d'enregistrement de ce dernier. Et il faudrait aussi que tous ces deux éléments, ou l'un de ces deux éléments, soit inscrit dans le même domaine d'activité que vous. Parce que c'est ça aussi le principe de spécialité qui existe. Si la marque n'est pas enregistrée dans le même domaine d'activité que vous, alors il n'y a pas de problème. Par principe, il n'y a pas de problème. Exceptionnellement, il peut y avoir un souci si l'autre marque qui est déjà enregistrée connaît une notoriété. Alors la notoriété pourra empêcher le second de pouvoir enregistrer sa marque. Donc, une fois que vous constatez cela, vous faites ce qu'on appelle une opposition à la demande d'enregistrement. Et l'opposition se fait dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement au BOPI. Donc, vous faites l'opposition, vous notifiez ça au directeur général de l'OAPI avec les arguments qu'il faut pour empêcher l'enregistrement de la dite marque introduite. Il peut arriver que vous n'avez pas eu connaissance de la publication de la dite marque
au niveau du BOPI et que l'enregistrement est passé, vous avez encore un autre moyen de pouvoir vous défendre. Ça s'appelle la revendication de propriété. Et cette revendication de propriété se fait devant les juridictions nationales. Donc, vous allez saisir la juridiction nationale compétente en la matière et formuler votre demande avec des arguments qui montrent qu'il y a atteinte à vos droits de propriété. Et donc, vous demandez soit l'annulation du titre de propriété, non, pardon, vous demandez la revendication de propriété. Parce que pour l'annulation, une fois que c'est fait au niveau national, vous pouvez utiliser cette demande-là pour la notifier au directeur général de l'OAPI qui, après, va l'appliquer. Voilà. Donc, voici quelques moyens de défense déjà qui s'offrent à vous en amont, en termes de prévention. Et cela est important parce que ça fait cesser l'atteinte. Donc, vous avez l'arrêt immédiat de la contrefaçon. Ça permet aussi de dissuader tout prévenu. Voilà. Ça permet de protéger même le public contre des produits dangereux ou même trompeurs. Et c'est un peu là l'intérêt même de la défense des droits de propriété intellectuelle. Donc, la défense assure la protection des investissements intellectuels et financiers, garantissant ainsi un retour sur investissement aux créateurs. Ça permet de valoriser le patrimoine immatériel, renforçant ainsi l'importance culturelle et historique des œuvres et créations dans notre société. Ça permet de stimuler la recherche, la culture et l'innovation, favorisant un environnement dynamique et compétitif dans les entreprises et les créateurs. Et tout cela trouve son fondement juridique dans les accords internationaux tels que la Convention de Berne, tels que l'accord sur les ADPIC, donc sur le commerce international, la propriété intellectuelle dans le commerce. Il y a aussi au niveau régional avec l'accord de Bangui qui permet de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle dans la zone des États membres de l'OAPI. Et même au plan national, en ce qui concerne les droits d'auteur, il y a la loi ivoirienne sur le droit d'auteur, la loi de 2016 relative aux droits d'auteur, droits voisins, voilà, qui est aussi un fondement juridique qui définit aussi les moyens de défense des droits de propriété intellectuelle. Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle prennent diverses formes, chacune nécessitant une qualification juridique précise pour activer les mécanismes de défense appropriés. Donc, dans différents domaines, il existe des personnes qui sont spécialisées dans les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Quand vous prenez au niveau des brevets, voilà, il existe des pôles Troy qui sont là spécialement pour créer des contrefaçons de brevets, pardon, des contrefaçons dans le domaine de votre invention, donc l'exploitation abusive de votre invention que vous avez créée. Au niveau même de la marque aussi, il existe des contrefaçons. Donc, usage non autorisé d'un signe identique ou similaire ou des produits ou services identiques, créant un risque de confusion. Donc, ici, il faut préciser toujours qu'on tient compte du consommateur d'attention moyen. Il y a aussi le piratage, dans le piratage ou le plagiat en termes de droits d'auteur. Donc, la reproduction, la distribution ou la communication au public doivent protéger sans le consentement du titulaire. Et la concurrence aussi déloyale, qui sont des actes contraires aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Donc, ici, c'est plus la désorganisation du marché, le dénigrement d'un produit ou le parasitisme, même la confusion aussi.
Il y a aussi même les atteintes du numérique, avec la suppression d'informations sur les régimes des droits, le streaming illégal qui existe. De toutes ces violations, la loi définit un mécanisme de défense, que ce soit au niveau de l'accord de Bangui, que ce soit même au niveau de la loi ivoirienne de 2016-555 relative aux droits d'auteur et droits voisins. Donc, nous allons voir maintenant les mécanismes de défense. Ici, on dira que c'est la partie réaction. Et si je me fie au cas que je vous ai expliqué à l'entame de mes propos, ici, quelle action que l'opérateur peut mener? D'abord, il faut dire que dans ce genre de situation, ce qu'on vous conseille, c'est d'abord de constituer les éléments de preuve. Donc, vous avez constaté une contrefaçon ou une imitation illégale de votre marque sur le marché. Vous prenez des éléments de preuve, vous constituez ça, vous faites constater par un huissier. Et par l'huissier, vous demandez à l'huissier de notifier cela au présumé contrefacteur en formulant des arguments pour lui demander de cesser toute exploitation de la dite marque parce que vous êtes déjà propriétaire de cette marque, vous êtes déjà titulaire de cette marque. Donc, à la suite de cette notification par huissier, vous pouvez faire aussi un règlement à l'amiable. Avant d'aller au procès, vous pouvez déjà faire un règlement à l'amiable. Donc, discuter avec le présumé contrefacteur si vraiment il est intéressé à exploiter la dite marque. Vous pouvez faire ce qu'on appelle soit une licence d'exploitation pour régulariser la situation ou bien faire une cession totale de votre titre de propriété si vraiment ça l'intéresse. Ça, c'est vraiment un règlement à l'amiable. Dans le cas contraire, il cesse toute exploitation du titre. Après ça, si le règlement à l'amiable ne passe pas et que le présumé contrefacteur aussi ne cesse pas l'exploitation illicite de la marque, vous pouvez faire ce qu'on appelle une ordonnance en référé. Donc, vous pouvez demander au juge des référés, qui est une action rapide en justice, de prononcer une sanction, soit d'interdiction ou de gel ou même de retrait, voilà, des produits sur le marché. Donc, cette décision, vous pouvez, par le biais d'un huissier, notifier cette décision-là au présumé contrefacteur à l'effet de lui demander de cesser toute action d'exploitation illicite de votre marque qui est déjà protégée. Il y a aussi d'autres actions urgentes qu'on peut exploiter. C'est notamment dans le cas où il existe un important lot de produits qui passe par la douane ou qui passe par le port, donc il doit faire l'objet d'un dédouanement. Vous pouvez faire une demande on appelle ça la retenue douanière. Vous pouvez demander à la douane de suspendre le dédouanement. Donc, suspendre le dédouanement pour exploitation illégale de votre marque ou bien pour une présumée contrefaction qui existe. Donc, vous pouvez même demander avec l'ordonnance de référé à la douane de pouvoir détruire une partie des produits. Mais à ce niveau-là, il y a une caution que vous devez d'abord déposer. Parce que si on détruit les produits et que demain, il s'avère que vous êtes en tort, comment régulariser la situation de ce dernier-là? Voilà. Donc, on ne détruit pas toute la cargaison, mais on détruit une partie sous réserve de la caution que vous donnez. À côté de la retenue douanière, les douaniers eux-mêmes peuvent se saisir dans le cas où ils supposent que les produits qui entrent au niveau de la douane sont des produits contrefaits. Donc, ils saisissent les produits, ils suspendent
le dédouanement et il notifie au titulaire de droit l'existence d'une possible contrefaçon de produits qui existe. C'est un peu une retenue ex d'office. Voilà. Mais de façon simple, c'est un peu ça. C'est que la douane peut se saisir elle-même. Passer ces différentes étapes, les autres actions que nous pouvons soulever ici sont des actions civiles, des actions pénales. Donc, action civile, ça sera de permettre aux titulaires du droit de poursuivre pour contrefaçon et d'obtenir des dommages et intérêts pour des violations subies. Donc, ici, vous allez avoir cessation définitive, vous serez dédommagé pour le préjudice que vous avez subi, soit en argent ou même sur le bénéfice d'exploitation de votre marque ou bien de vos produits qui ont fait l'objet d'une protection. Et même, il peut y avoir aussi des actions pénales qui existent, donc des peines privatives de liberté, l'emprisonnement, suivi même souvent d'une amende, ou soit même la destruction des produits. En dessous, j'ai mis les différentes références, donc l'accord de Bangui, et ça dépend des annexes. Donc, par rapport à la création intellectuelle que vous avez, la qualification, si c'est un brevet, c'est une invention qui est protégée par brevet, si c'est une marque, si c'est un dessin ou modèle industriel ou autre, en fonction de ça, il y a les annexes qui sont comprises dans l'accord de Bangui qui réglementent les droits spécifiques à votre création intellectuelle. Mais généralement, les sanctions sont les mêmes, que ce soit les sanctions civiles ou les sanctions pénales. Donc, pour l'action administrative, c'est ce que j'avais expliqué à l'entame. Voilà, donc la retenue douanière, donc demander à la douane de suspendre le dédouanement, ou la retenue ex office, où la douane elle-même peut se saisir, voilà, pour suspendre le dédouanement, ou même saisir les produits qui entrent au niveau du territoire. Donc, je disais que la règle du droit, pour avoir une force juridique, doit assortir d'une sanction. Donc, il serait bon de voir ici les sanctions qui peuvent exister. Donc, les sanctions civiles d'une part et les sanctions pénales d'autre part. La sanction civile inclut la réparation des dommages et l'interdiction d'exploitation des créations protégées, garantissant ainsi le respect des droits d'auteur. Donc, il peut y avoir injonction du moins de cessation sur ordre judiciaire immédiate d'arrêter l'acte de contrefait. Donc, il peut y avoir aussi une réparation intégrale du préjudice subi. Il peut y avoir la restitution des profits, donc remise des bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur. Et après quoi, on peut faire une publication du jugement. Donc, affichage de la décision dans les journaux et en ligne aux frais du condamné. Donc, comme conseil qu'on peut donner aux opérateurs, c'est qu'il est essentiel de déposer ces créations auprès des organismes compétents pour garantir la protection juridique de votre propriété intellectuelle. Aussi, il faut surveiller l'usage de vos œuvres et marques afin de détecter toute utilisation non autorisée et réagir rapidement aux violations. Donc, pour ce fait, vous devez avoir une équipe de veille juridique ou de veille stratégique qui existe. Comme je dis, si vous n'avez pas cette équipe-là, vous pouvez voir un mandataire ou un conseiller en propriété intellectuelle qualifié, voilà, dans ce genre de situation-là. Utilisez aussi des licences ou des contrats clairs pour encadrer l'exploitation de vos créations, protégeant ainsi vos droits et vos intérêts. En conclusion, nous pouvons dire que défendre la pays n'est pas seulement une obligation légale, c'est un impératif stratégique pour protéger l'innovation, valoriser la culture et assurer la sécurité des marchés. L'efficacité repose sur une combinaison de stratégies: prévention contractuelle, surveillance active, réaction graduée, donc du civil au pénal, et coopération avec les douanes.
Les cadres juridiques solides, on a la Convention de Berne, la Convention sur la propriété intellectuelle, les ADPIC, l'accord de Bangui, qui offrent des outils puissants, mais leur effectivité dépend de la proactivité des titulaires du droit. Merci pour votre attention. Et je reste disposé pour toute préoccupation éventuelle. Merci, M. Kwame, pour cette présentation claire et enrichissante qui nous a fait la genèse de la propriété intellectuelle pour aboutir au mécanisme de défense de propriété intellectuelle en passant par les processus post-enregistrement de votre titre dans le but de vous conférer les bons réflexes à adopter en tant que déposant. Nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses. Vous avez la possibilité d'écrire vos questions dans le chat ou de simplement lever la main et on va vous interroger au fur et à mesure. Pour les questions qui sont dans le chat, Monsieur Kwame. Vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, nous allons faire une série de 3 questions. Je vous pose 3 questions et vous allez répondre au fur et à mesure. C'est bon? D'accord, c'est bon. Okay. Donc, la première question est de Madame Xavier Kwasi. Bonjour, le Bobi est-il disponible où? Comment avoir ou le trouver? Bon, elle aimerait savoir où trouver le Bobi. Disponibilité du Bobi. D'accord. La deuxième question est de M. Apollinaire Kima, qui demande, en dehors de l'opposition, quelles sont les autres actions de défense préventive auprès de l'OAPI et quel est le rôle de l'OIPI dans le processus de défense? La troisième question. Je peux? Oui. La troisième question concerne les ADPIT ou l'AB. Existe-t-il des tests internes en Côte d'Ivoire qui précisent les modalités de la retenue au niveau de la douane? Quelle est la procédure de demande? Vous avez la parole. Désolé, je tente de noter la question. Merci bien. Madame Xavier Kwasi demandait la disponibilité du BOPI. Le BOPI, vous pouvez le trouver sur le site de l'OAPI. Voilà. Il y a une rubrique où c'est mentionné, c'est mentionné toutes les différentes publications, voilà, les différentes publications officielles de propriété intellectuelle. Donc, si vous allez sur la page de l'OAPI, vous pourrez facilement vous trouver les différents BOPI qui existent. Je crois que les anciens BOPI datés de avant 2005 sont un peu compliqués à retrouver. Mais pour les autres, vous pouvez facilement entrer en possession de cela. M. Apollinaire demandait les actions préventives au niveau de l'OAPI et le rôle de l'OIPI. Le rôle de l'OIPI, il faut dire que l'OIPI, c'est un établissement public national, donc structure nationale de liaison avec de l'OAPI. Donc, les pays membres de l'OAPI sont 17. Et dans chaque pays membre, il existe des structures nationales de liaison. Voilà, histoire de pouvoir, à la base,
accueillir les déposants, réceptionner leurs dossiers et transmettre ça au niveau du siège de l'OAPI qui est à Yaoundé. Donc, notre rôle, c'est de former, de communiquer sur la propriété intellectuelle, de recevoir les opérateurs, d'enregistrer leur type de propriété intellectuelle. C'est un peu ça. En termes d'action préventive au niveau de l'OAPI, donc j'ai dit qu'il y avait l'opposition. À côté de l'opposition, il y a aussi des revendications. Il y a aussi des revendications avant même d'avoir une réaction. Voilà. Donc ça, ce sont les phases préventives. Donc, la revendication, il peut y avoir la revendication de propriété devant l'organisation. Donc, on peut faire une revendication de propriété au niveau de l'OAPI. Et cela se fait dans un délai de 3 mois suivant la publication du premier dépôt. Donc, une fois que la décision de l'organisation sur la revendication de la propriété est susceptible de recours aussi devant la commission supérieure de recours, voilà, dans un délai maxi de 60 jours, à compter de la notification de cette décision aux intéressés. Et autre revendication qui peut se faire, c'est, comme je l'ai dit, c'est la revendication devant les juridictions nationales. Donc, pour les actions préventives, je pense même que comme autre action préventive qu'on peut citer, c'est déjà la constitution des dossiers, la constitution, pardon, de la preuve, le règlement à l'amiable, c'est aussi des actions préventives qui existent. Voilà. Donc, le fait d'avoir un règlement, d'avoir une discussion à l'amiable déjà, avant d'aller au procès, je pense que c'est pour prévenir, voilà. C'est pour éviter les conflits. Donc, déjà par des actions telles que la licence d'exploitation ou bien la cession, ça nous évite d'avoir des actions au procès. L'accord sur le droit de propriété intellectuelle qui touche au commerce. Oui, il existe bel et bien des textes en Côte d'Ivoire sur la retenue douanière. Si on prend dans le cas de l'annexe 3 sur les marques, nous pouvons voir la retenue douanière au niveau de... Permettez que je lise. Donc, il y a les mesures frontières. On connaît à partir de l'article 66. Voilà, donc, il y a les mesures frontières. Les mesures frontières, il y a l'action menée d'office. Il y a aussi l'action menée d'office. Donc, les mesures frontières font allusion à l'administration des douanes, voilà, qui posent des actions de suspension du dédouanement ou même de saisine des produits présumés contrefaits. Donc, voici les éléments de réponse que je peux apporter déjà à ces différentes préoccupations. Si ce n'est pas clair, je peux... Janine. D'accord. Oui, Janine. Janine. Oui. Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez. Voilà. OK. Donc, je veux en complément dire que l'OIPI, au niveau national, il y a le Comité national de lutte contre la contrefaçon. Et donc, quand vous saisissez, il faut pour pouvoir saisir le Comité national de lutte contre la contrefaçon, il faut avoir un titre de propriété intellectuelle. Donc, on suppose que vous avez un titre de propriété intellectuelle, vous saisissez l'office, le Comité national de lutte contre la contrefaçon.
Et puis, le Comité national de contrefaçon va nous demander est-ce que le titre est encore valable, etc., etc. Et donc, nous, on va lui dire que le titre, il a déposé. Maintenant, dans l'existence, parce que le titre est délivré pour 10 ans, est-ce que dans le temps, le titre n'a pas été attaqué pour demande en nullité ou est-ce que, parce que le tout n'est pas d'avoir, il faut pouvoir exploiter le titre. Si tu n'exploites pas pendant 5 ans, on peut t'attaquer pour annuler ton titre parce que finalement, tu n'utilises pas. Ou bien on peut l'attaquer pour déchéance parce que tu n'as pas renouvelé, etc., etc. Donc voilà un peu autant d'actions que nous pouvons mener. Maintenant, mon collègue a parlé de... Avant, c'est-à-dire que j'ai un titre et parce qu'il faut surveiller la marque. Si dès que je sens parce qu'il faut avoir régulièrement sous les yeux les registres, le BOPI, parce qu'il faut commettre un homme au sein de votre entreprise qui va surveiller ça. Ou bien si vous avez le temps, parce que le BOPI sort au moins 2 fois dans le mois. Et donc, si vous voyez que quelqu'un déjà a commencé à veut faire votre marque, ou bien il ne sait pas que la marque existe, il enregistre, à ce moment, vous pouvez déjà faire une opposition avant même que son enregistrement n'aboutisse. Donc voilà autant d'activités, d'actions qui sont à votre portée. Le chat, ils ont posé des questions. Quand tu apprends la parole, tu peux aborder ça en même temps. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci, M. Songwan. M. Kwame, il y a une autre question. Il y a d'autres questions dans le chat. Il y en a Monsieur Amara Diara qui demande quelle est la différence entre le Burida et l'OIPI. Diara. La deuxième question existe de Monsieur Soro Mathieu. Soro Mathieu, il demande existe-t-il un mécanisme de collaboration entre l'OIPI, les autorités douanières et l'OAPI pour bloquer les importations de produits contrefaits? Ensuite, on a M. Ludovic Yao. Il demande le mécanisme de collaboration entre l'OIPI, l'OAPI et les autorités douanières pour bloquer les importations de produits contrefaits. Comme dernière question, pour les Ivoiriens qui vivent, de M. Ludovic Yao. Pour les Ivoiriens qui vivent à l'étranger, comment faire pour se faire enregistrer? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Monsieur Amara Diawara demandait la différence entre l'OIPI et le Burida. Donc, je disais que l'OIPI, c'est la structure nationale de liaison de l'OAPI. Nous nous occupons de la protection des titres de propriété industrielle. Le Burida, c'est un organisme de gestion des droits d'auteur. C'est un organisme privé. J'ai l'impression que mes propos reviennent plus après. Je ne sais pas si vous m'entendez là-bas. OK. Donc, je disais que le Burida, c'est un organisme de gestion de droits d'auteur, un organisme privé. Donc, ce sont les détenteurs de droits d'auteur qui vont adhérer à cet organisme-là, à l'effet de les aider à défendre leurs droits d'auteur. Donc, le Burida, c'est plus le droit d'auteur qu'il gère. L'OIPI, c'est plus au niveau de la propriété industrielle que nous accordons les titres de propriété. Donc, c'est là la différence entre l'OIPI et le Burida. Monsieur Soro Mathieu demandait, mais quel est le mécanisme? Existe-t-il un mécanisme de collaboration entre l'OIPI, l'OAPI, les autorités douanières pour bloquer les importations? Bon, déjà, il faut dire que les 17 pays membres de l'OAPI sont régis par
la loi communautaire qui est l'accord de Bangui. Donc, l'accord de Bangui s'applique à tous les différents pays qui sont membres de l'OAPI. Et dans son corpus, dans les différentes annexes, il existe des mesures aux frontières. Donc, ces mesures aux frontières s'appliquent nécessairement aux différents États, notamment la Côte d'Ivoire, qui est membre de l'OAPI. Il existe au plan national des collaborations entre l'OIPI et la douane. Du coup, avec les différentes lois qui existent, comme je dis, ça s'impose nécessairement et les autorités douanières peuvent se fonder sur cette loi-là pour pouvoir agir dans la retenue douanière ou même dans la retenue. Donc, ils peuvent empêcher le dédouanement de produits. À ce niveau-là, comme monsieur le directeur, M. Sungon l'a dit tout à l'heure, si la douane se saisit et qu'elle soupçonne une contrefaçon de produits qui passent au niveau des frontières, elle a connaissance de l'existence de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Lorsqu'elle notifie au titulaire de droit la saisine de produits contrefaits à son niveau, donc ce titulaire-là, il va venir prouver effectivement qu'il détient des droits sur le produit protégé ou bien sur le titre. Alors, soit ça peut être la marque, ça peut être l'invention. Voilà. Donc, il va venir prouver qu'effectivement, il détient un droit là-dessus. Parce que s'il n'y a pas de droit, on ne peut pas parler de contrefaçon. Donc, si vous détenez un droit, les autorités douanières peuvent aussi appeler au niveau de l'OIPI à l'effet de vérifier l'authenticité de votre titre. Parce que quand vous venez faire votre demande d'enregistrement, sur le champ, vous n'avez pas un certificat de titre de propriété. On vous donne ce qu'on appelle un PV d'enregistrement, la copie du PV d'enregistrement. Donc déjà, avec ça, ça fait foi de quoi vous êtes présumé titulaire jusqu'à ce que le certificat vous soit délivré. Donc, il peut arriver que vous soyez seulement en possession de la copie du PV. Donc, il va falloir qu'on nous appelle, qu'on appelle l'OIPI pour pouvoir s'assurer qu'effectivement, vous êtes passé ici et que vous avez enregistré votre titre de propriété. Donc, il existe bel et bien un mécanisme de collaboration. Ta reformulation était appréciée. Allô? Janine? 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 Bonjour à tous. Je pense qu'il doit y avoir quelques soucis techniques.
Je propose, si monsieur le directeur est prêt, qu'il puisse faire sa présentation. Monsieur Soumouan, est-ce que vous êtes prêt? Monsieur Soumouan? Quelques soucis techniques, Ouais. certainement dus à la connexion. On va essayer de joindre monsieur Soumouan. Votre micro est fermé. Allô, c'est ouvert maintenant? Oui, c'est bon, on vous entend. Je peux On vous commencer donne la alors? parole pour votre présentation. Oui, oui. Ok. Merci. Merci Je rappelle beaucoup. que M. Soumouan est directeur des systèmes d'information de la documentation au sein de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Bess. Merci beaucoup, Madame Bess. À la... Ok. Je ferme là. Le masque. Je pense que vous pourrez partager votre présentation en mode diapo. C'est partagé maintenant. Ça va mieux maintenant? Non, c'est partagé, on la voit, mais ce n'est pas en mode diapo. En mode diapo. Il dit que ça doit être en mode diapo d'abord. L'onglet de gauche. L'onglet de gauche. C'est bon maintenant? Merci, c'est parfait. Merci, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Donc, j'ai parlé ça. Donc, à la suite de M. Kwame, je vais vous parler maintenant comment est-ce qu'on exploite économiquement nos actifs de propriété intellectuelle. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'enregistrer pour enregistrer, il s'agit d'enregistrer pour en tirer profit. Donc, il s'agit donc de l'utilisation des droits de propriété comme actif de générateur de revenus, au même titre qu'un terrain. Vous avez un terrain, si vous ne l'exploitez pas, il est nul. Une machine, si vous ne le faites pas tourner, ça va être comme un objet de décor. Donc, c'est l'ensemble des droits qui protègent les créations de l'esprit et qui permettent à leur titulaire d'en contrôler l'usage, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il faut en contrôler l'usage, et d'en tirer de la valeur. Ils comprennent donc quels sont les actifs de propriété intellectuelle. On en a parlé tout à l'heure, M. Kwame, vous en avez pensé. Il y a la marque qui sont les noms, les logos, les slogans. Par exemple, une marque de produits, il y a quand vous allez au supermarché, par exemple à Sokosé, qui est à Cap-Nord, qui n'est pas loin de nous, il y a beaucoup de marques qui sont là-bas. On va pour Yahoo, quand vous arrivez dans le rayon des Yahoo, il y a pas mal de Yahoo que vous pouvez choisir en fonction des marques, des designs, etc., etc. Le brevet, l'invention technique, le dessin modèle, la forme, le design, l'esthétique. C'est ça qui conduit les gens dans les supermarchés. Souvent, ils ne vont pas pour payer, ils vont parce que l'emballage est joli, etc., etc. Les indications géographiques, label, lien du produit avec le terroir, IGP. Quand je parle de l'huile rouge de menthe, vous savez que en général, les gens se plaignent parce que les gens contestent et les gens, par exemple, falsifient l'huile rouge d'origine. Donc, les connaisseurs et les connaissants, ils s'en plaignent. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous vend de l'huile rouge de menthe, vous allez voir que tout le temps, vous allez vous adresser à cette personne parce qu'elle n'est pas, elle triche pas. Voilà.
Et puis, il y a aussi les droits d'auteur et les droits voisins, les œuvres littéraires, les œuvres artistiques, les logiciels. Parce que souvent, les gens viennent, j'ai un logiciel, comment je peux breveter? On ne brevette pas les logiciels, c'est pas le droit d'auteur. Donc, quelqu'un écrit bien, un auteur écrit bien. Vous avez vu le succès que le coup de ma vie a eu ces dernières années, parce que elle a bien transcrit, c'est la lecture pour les jeunes filles, pour les femmes, etc., etc. Et ça a même été adapté au cinéma. Donc, tout ça aussi, il y a des droits là-dessus. Quelles sont les conditions pour une exploitation efficace? M. Kwame l'a dit, il faut faire un dépôt pour obtenir un titre, pour pouvoir exercer véritablement. Il faut avoir aussi une stratégie, de portefeuille de droit. Et puis maintenant, tu ne peux pas, tu peux aussi signer des contrats juridiques solides, des licences, des cessions, des franchises. Tout ça, c'est autant d'atouts qui est à ta disposition. Je suis venu déposer ma marque, et se trouve que quand j'ai déposé, j'avais un peu, et puis bon, il y a eu les circonstances de la vie ont fait que peut-être les affaires au niveau finance, ça ne rentre pas suffisamment. Donc voilà, comment est-ce que je peux donc concéder ma marque à quelqu'un qui va l'utiliser et puis me donne des royalties. Ça aussi, ça existe, vous pouvez l'exploiter. La veille de défense contre la contrefaçon, donc comme je disais tantôt, tout à l'heure, à une des réponses à quelqu'un qui a posé à une question, il faut surveiller sa marque. Il faut surveiller sa marque. Parce que c'est ta propriété, c'est pas la propriété de l'OIPI. C'est toi qui es venu et qui a demandé à avoir le titre. Donc, quand tu payes ta voiture, si tu ne la surveilles pas, que tu la mets au carrefour, que quelqu'un vient, il prend là, ça à tes risques et périls. Maintenant, quand quelqu'un a pris, il est venu garer sur toi, tu as garé la voiture sur toi, quelqu'un est venu, il t'a volé parce qu'il est faux, il a pris la voiture, peut-être il n'a pas pris les pièces, tu vas à la police, tu fais une déclaration, la police va te demander est-ce que la voiture t'appartient ou pas. Tu lui dis, oui, monsieur l'agent, la voiture m'appartient, voilà les pièces. Et en fonction de ça, maintenant, il va mener sa recherche pour te restaurer dans tes droits. Ça peut aussi faire des valorisations financières, c'est-à-dire que tu peux signer des contrats, voilà, autant de choses que vous pouvez obtenir véritablement si véritablement c'est bien exploité. Donc, en résumé, l'API est géré au niveau régional par l'OAPI avec des effets dans les 17 États membres. Donc, l'OAPI ne parle pas des pays. L'OAPI parle des territoires. Et le territoire OAPI est constitué de communes, etc., des 17 communes qui constituent véritablement ton territoire, l'espace OAPI. Et donc, il faut protéger, valoriser économiquement le licenciement, renforcer la compétitivité et sécuriser juridiquement vos activités. C'est de cette façon que vous pouvez véritablement exploiter au mieux votre invention. Quelles sont donc les principales formes d'exploitation? Comment transformer donc un droit en valeur? Il y a plusieurs types d'exploitation. L'exploitation directe, donc un usage interne. L'entreprise utilise elle-même ses droits pour vendre ses produits et services. Exemple, une PME ivoirienne vend des cosmétiques sous sa marque déposée. Un artisan exploite un design protégé pour ses bijoux. Et il y a beaucoup de bijoutiers qui viennent sur nous ici pour enregistrer leur modèle. C'est important. Parce que si vous voulez garder, vous voulez travailler sereinement, il vaut bien que vous créez vos modèles. Une coopérative vend de la tequila sous une indication géographique protégée. Et quel est l'effet économique de cette forme de transformation, d'exploitation? C'est une augmentation des ventes, une différenciation sur le marché, la fidélisation des clients. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans mon exemple, tout à l'heure sur le rouge. Si les usagers ou les consommateurs se rendent compte que vous vendez que de l'eau rouge exclusivement fabriquée dans les conditions à Mans et que vous ne le falsifiez pas d'autres huiles rouges, vous allez voir que vous allez fidéliser ces clients. Il ne s'agit pas de voir la masse. Si vous avez 100 clients fidèles, vous savez que quand vous allez envoyer 100 litres de Mans, ça sort aussitôt. Donc, c'est votre clientèle. Vous pouvez bâtir un système économique là-dessus. Donc, la pays n'est pas une fin en soi. Elle devient utile quand elle est exploitée. Voilà. Et quelles sont les limites donc de cette forme d'exploitation? C'est que ça nécessite beaucoup de moyens financiers et des techniques.
Donc, quand on va exploiter directement votre titre, ça nécessite beaucoup de moyens financiers et de techniques. Parce que si vous n'avez pas les moyens financiers, il va falloir aussi trouver d'autres subterfuges pour pouvoir garder le cap. Il y a aussi la licence, le contrat de licence. Autorisation donnée à une tierce d'exploiter le droit moyennant rémunération. Comme je l'ai dit tantôt, vous avez un droit, vous n'avez pas la possibilité, ou bien vous voulez vous étendre, mais vous ne pouvez pas être partout en même temps. Mais vous pouvez donner une licence à un Sénégalais, à un Burkinabé, à un Gabonais, à un Tchadien, etc. pour travailler avec votre marque ou votre technologie tranquillement. Vous vous souvenez bien de la licence célèbre entre Coca-Cola et puis Solibra. Voilà. Solibra, Coca-Cola, c'est une marque française, américaine. C'est fabriquer les boissons gazeuses. Ils ont donné une licence à Solibra. C'est récent, là. Ils ont rompu le contrat. Ils sont allés ailleurs, ils ont donné la licence à quelqu'un. Lui, il exploite, il leur donne des royalties. Il leur donne des... Ça, les royalties sont fixées par contrat. Donc, du coup, dans le contrat, on les dit à la fin du mois, à la fin de l'année, vous me donnez tant. Ils s'engagent à le faire et ils vous payent régulièrement vos droits. C'est comme ça, tous les ans, ils vous donnent vos droits. Donc, on peut donc revenu redevance fixe, pourcentage de chiffre d'affaires, très sujet pour les marques, brevets et dessins modèles. Donc, ne croyez pas que tous ces fabriques ici, sont ceux-là qui sont à l'origine. Peut-être que l'origine, le titulaire est ailleurs, le titulaire est ailleurs. Permet donc de générer des revenus. Il y a la troisième forme d'exploitation qui est la cession, la vente définitive du droit. Donc, j'ai une marque, je ne peux pas l'exploiter, je la vends. Il ne faut pas garder pour garder. Si quelqu'un est intéressé, que toi, tu ne peux pas aller bien au-delà de ton enregistrement, mais tu la vends, tu vends ta marque tranquillement, tu gagnes l'argent. Le cessionnaire devient donc propriétaire et la fréquente dans les startups la recherche et les créations artistiques. Donc, tu as de la liquidité immédiate, mais seulement tu perds aussi le contrôle au niveau du futur. Tu n'as plus, c'est pas toi la marque. Une fois que tu l'as vendu à d'autres personnes. Donc, l'API non exploité est un actif dormant. Mais songez à ça aussi. La quatrième forme d'exploitation, c'est la franchise. Surtout pour les marques. Exploitation de la marque plus concept commercial. Il y a beaucoup de franchises ici. Et vous avez vu Carrefour, etc. Donc, tout ça, c'est des franchises. Une chaîne de restaurants africains franchisés dans plusieurs pays ou un pays. Droit d'entrée, donc il faut payer les pas des portes, redevance périodique, force expansion commerciale, exige une marque solide et notoire. La cinquième forme d'exploitation, c'est la mise en garantie, nantissement. Les titres de pays servent à garantie bancaire. Ah oui, vous ne le savez peut-être pas, mais une marque forte peut être utilisée comme garantie pour avoir un prêt bancaire. Donc, peut-être que tu veux agrandir ton business, tu peux, avec ta marque, tu peux à la banque te donne des crédits pour ça. C'est un levier majeur de financement des PME innovantes. L'API devient un actif stratégique reconnu, très important. Et puis, la sixième valorisation, c'est le partenariat en recherche et développement. Les universités au sein des recherches, c'est vrai, ce n'est pas leur mission de créer des entreprises, mais peuvent concéder des licences parce que vous savez qu'à l'université, c'est un centre privilégié de la réflexion. Et tout ce qui nous entoure, tous les ampoules, c'est les universités qui les ont, les ordinateurs, c'est des universités qui les ont conçus. Et puis, ils ont vendu la licence à des entreprises pour les exploiter. Et donc, ça peut aussi attirer les investisseurs. Donc, pourquoi exploiter comme ça l'API? Donc, comme je vous disais, ça crée un monopole temporaire. Un monopole. Imaginez qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez beau faire votre boisson gazeuse, vous n'avez pas l'appeler Coca-Cola. Donc, il crée un monopole. Augmente la valeur de l'entreprise, attire les investisseurs et génère des revenus passifs. Donc, on leur réactive en donnant des licences ou se défendre contre la façon. Donc, voilà, autant de trucs que l'API peut générer
Pour l'État et l'économie, stimuler l'innovation. Oui, c'est important. Attirer les idées, investissements directs étrangers, car la protection de la pays réduit les risques pays perçus par les investisseurs. Vous verrez, les États-Unis ne peuvent pas aller en collaboration avec toi si vous êtes un pays socialiste. Non, 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 parce que la pays doit être respectée. Parce que je ne veux pas venir investir, je peux envoyer ma technologie et puis après, non, c'est une société d'État. Je ne veux pas. Développer les chaînes de valeur, formaliser l'économie informelle. Vous avez vu que depuis un moment, avec l'agrandissement de les assiettes au niveau des impôts, les gens tendent à formaliser, à amener l'économie informelle à être vraiment correcte dans les, pour qu'on puisse les imposer tranquillement. Chacun gagne, chacun travaille tranquillement aussi. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, la propriété intellectuelle n'est pas un coût administratif, mais c'est un actif stratégique et un instrument de développement économique. Voilà, donc j'espère avoir été succinct et avoir été aussi suffisamment clair. Je suis à vous pour vos différentes questions. Je vous remercie. Je suis M. Sungwan de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Je suis directeur des systèmes de l'information et de la documentation et des statistiques. J'ai quelques années d'expérience quand même. Merci beaucoup. Merci, M. Sungwan, pour cette formation très instructive qui met en évidence les formes potentielles d'exploitation des actifs de propriété intellectuelle. Nous allons maintenant passer aux questions. Je pense que vous allez juste lever la main et on va vous interroger. Donc, on a M. Williams Rodrigue qui est connecté. Il peut ouvrir son micro et poser sa question. Et le fasse. Monsieur Williams. Oui. Ok. Déjà, bonjour à tous. Effectivement, mon nom c'est Williams Rodrigue Ihon. Je suis camerounais. Je suis avocat stagiaire au barreau du Cameroun et collaborateur au sein du cabinet Madagan & Partners, notamment au département propriété intellectuelle. Ce n'est vraiment pas une question que j'avais, mais beaucoup plus une contribution à la précédente présentation de M. Kwame, si je ne me trompe pas, lorsqu'il évoquait la revendication, simplement renchérir dans ses propos pour préciser à tout le monde présent que la revendication de propriété se fait dans des cas bien précis, notamment lorsqu'on parle de fraude ou encore lorsqu'on parle de violation d'obligations légales. La fraude ici est entendue dans des cas selon lesquels, par exemple, une personne avec qui vous collaboriez était au courant que vous utilisez ou alors que vous avez enregistré, parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la revendication de propriété peut se faire sous une marque qui n'a pas été enregistrée, ce qu'on appelle la marque d'usage. Donc, soit cette personne-là était au courant que vous étiez en train d'utiliser cette marque depuis un bon nombre de temps et que vous aviez l'ambition de l'enregistrer, soit alors c'est quelqu'un à qui vous aviez demandé d'enregistrer cette marque et la personne enregistre sous son nom. Ce sont les deux cas qui sont prévus et qui permettent effectivement de procéder à une procédure de revendication de propriété. Donc, c'était ma petite contribution. Merci. Merci, monsieur, pour votre contribution. Monsieur Ghislain. Oui. Monsieur Ghislain, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre la parole? En attendant que M. Ghislain s'apprête, M. Soro, vous pouvez prendre la parole. D'accord, bonjour à tous. Je suis M. Soro Mathieu, collaborateur dans les entreprises de digitalisation dénommées IMAPO.
J'aimerais dire merci à monsieur le directeur pour sa formation, mais j'aimerais qu'il revienne sur un truc que je n'ai pas compris. Il a dit qu'on ne peut pas Allô? Oui, allez-y, je vous écoute, Oui, monsieur. on vous entend. On ne peut pas breveter les logiciels, on peut passer par le droit d'auteur. Je n'ai pas bien compris cette partie-là, donc j'aimerais qu'il revienne un peu dessus, qui nous permet de mieux comprendre. Ok. En tout cas, merci bien, monsieur. À l'heure actuelle, dans le droit OAPI, le logiciel est considéré comme une œuvre littéraire. Donc, on peut pas breveter ça. Mais j'avoue que dans d'autres droits, tels que le droit américain, on peut protéger les logiciels. Voilà. Maintenant, on va vous demander si le logiciel ne se démarque pas ou bien est intrinsèquement lié à une application technique. En ce moment-là, on peut breveter l'ensemble. Mais sinon, à l'heure actuelle, dans l'accord de la Bangui, le logiciel est protégé en termes de droit d'auteur. Merci beaucoup, monsieur. J'espère que c'est bon. Madame Sarah Clavel, vous avez la parole. Bonjour, je vous remercie pour cette classe. Je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais en tout cas, c'était très utile. Juste une question rapide, parce que j'ai entendu plusieurs exemples donc, de types de... Pardon, je perds mes mots. De types de produits qui peuvent être protégés. Je voulais savoir, est-ce que les recettes en agroalimentaire sont quelque chose qui peut être protégé? Bon, les recettes, pour le moment, on peut peut-être protéger par le droit d'auteur parce que, vous savez, les recettes, c'est pas figé, c'est tellement évolutif et ça peut être revisité à tout moment. Effectivement. Voilà, donc on ne peut pas véritablement, la protection, c'est garder un monopole. Or, si votre recette est faite par rapport en fonction du goût, en fonction de... Voilà, donc on ne protège vraiment pas les logiciels. On peut peut-être à la limite protéger le nom de votre recette. Voilà, on peut protéger le nom de votre recette comme marque, mais sinon la recette elle-même... ça ne se protège pas. Pour le moment, en tout cas, je n'ai pas vu. Mais peut-être que M. Kwame, s'il a d'autres informations, il peut partager. M. Kwame. Oui, monsieur le directeur. Voilà, effectivement, pour aller dans le même sens que vous, les recettes, si elles sont fixées sur un document physique, un support physique, pourront faire l'objet peut-être d'une protection par droit d'auteur, si elles sont originales. Sinon, okay. Avoir un autre type de protection sera un peu compliqué. Peut-être une protection aussi par droit de marque pour le nom de la recette. D'accord. Ok. Merci beaucoup, madame. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Parler aussi sur les logiciels, comme M. le directeur l'a dit tout à l'heure là. Il faut dire que le logiciel, l'exploitation économique, il y a déjà le nom du logiciel qui peut faire l'objet de protection par droit de marque. Il y a aussi les différents programmes qui sont contenus dans le logiciel qui peuvent faire l'objet d'une protection par droit d'auteur. Il y a l'interface, si elle est attrayante, qui peut faire l'objet aussi de protection par droit d'auteur. Voilà, si elle est attrayante, elle est originale. Et il y a les codes sources qui sont protégés uniquement aussi que par droit d'auteur. Il y a même la base de données du logiciel qui peut aussi faire l'objet de protection par droit d'auteur. Donc, avoir une protection par brevet sur un logiciel, c'est un peu compliqué. Au regard des différentes conditions qui doivent être réunies pour pouvoir demander une protection par brevet. La nouveauté, elle peut exister. Mais l'activité inventive, c'est un peu compliqué pour le logiciel de pouvoir avoir, de vraiment se conformer à cette condition d'activité. Donc, du coup, le logiciel, ça sera uniquement protection par droit d'auteur et peut-être le nom du logiciel par droit de marque. Merci. Merci, M. Kwame. M. Ghislain, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Moi, ma question concerne au niveau de l'article, c'est la revendication de propriété. Je voulais savoir, est-ce que, puisqu'on parle parfois de priorité d'usage, je veux savoir si cette priorité d'usage respecte les principes de territorialité. Autrement dit, moi, j'utilise ma marque au Sénégal.
est-ce que pour faire une revendication de propriété, je peux faire cette revendication de propriété avec les autres pays membres de l'OAPI, hors le Sénégal? Ou bien cette revendication de propriété, le droit du genre là-bas s'appliquer uniquement sur l'espace dont je réside et je fais l'usage de la marque? Bon, je pense, voilà, merci beaucoup, monsieur Justin. Je vais répondre, je pense que monsieur Kwame aura aussi quelque chose à dire. Le droit à l'OAPI s'obtient juste par l'enregistrement. Par l'enregistrement d'abord, pour être plus efficace, il faut l'enregistrement. Maintenant, si vous avez, on a démontré tout à l'heure, si vous avez un collaborateur qui allait déposer le droit, qui n'a pas respecté les règles, c'est-à-dire que vous lui avez demandé de déposer, il a déposé en son nom, on peut le revendiquer, ou bien il savait que c'est vous qui utilisez, que vous avez, voilà. Là, vous pouvez revendiquer votre propriété de, je ne sais pas si c'est propriété ou priorité. Mais propriété, vous pouvez revendiquer la propriété. Maintenant, le droit d'usage, en général, c'est exploité plus dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, voilà. Mais encore, parce que le juge va s'appuyer sur quoi? Sur tes différentes factures, ou bien l'autre va dire non, c'est moi qui ai, voilà autant d'arguments. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire, mais le droit véritablement ne peut prospérer que dans l'espace ou un pays que par le droit à l'enregistrement. Voilà. Maintenant, monsieur Kwame, si tu as quelque chose à ajouter aussi. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je pense que ce que je peux ajouter par rapport à la question de monsieur Ghislain, c'est que la revendication de propriété, si celui qui réclame la propriété est peut-être au Burkina Faso et que moi qui l'exploite et qui... Je suis en Côte d'Ivoire. Voilà, qui je présume aussi détient aussi le droit dessus, je suis en Côte d'Ivoire, la revendication ne pourra pas se faire au Burkina. Je pense que ça va se faire en Côte d'Ivoire, devant le tribunal compétent au niveau de l'État dans lequel moi je vis. Donc, pour compléter à ce que M. Théodore vient de dire, c'est ma proposition de réponse. Merci, M. Kwame. M. Emma Nyongo, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour à tous. Je suis M. Herman Nyongo de Fedafrica Trust and Legal. J'aimerais poser une question sur la déchéance d'une marque. Oui. Alors, il me semble avoir vu dans un peu longtemps dans les accords de Bangui qu'on peut être déchu d'une marque. Je veux savoir la condition de la déchéance de la marque. Mais surtout que quand je regardais dans l'accord révisé, on ne parle maintenant que de déchéance de marque collective. Est-ce que ça veut dire qu'une marque, on ne peut pas être déchu d'une marque individuelle? Et quelle différence entre la marque individuelle et la marque collective? C'est la première question. Par rapport à la première présentation, j'avais posé une question dans le chat, mais je pense qu'on n'a pas revenu là-dessus. Ça veut dire que les conditions de similitude et d'identité des marques sont très factuelles. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'au niveau de l'OAPI, il y a un recueil de jurisprudence, un recueil des décisions rendues par l'OAPI sur les demandes, sur les oppositions, des demandes d'enregistrement de marques, pour nous permettre effectivement d'être un peu plus proche de la réalité, pour pouvoir faire les comparaisons de similitudes, d'identité, ou même par rapport à la question d'identité d'activité. Est-ce qu'il y a ce genre de recueil-là? Merci. OK. Merci beaucoup, M. Herman. Je crois qu'il y a on va répondre encore à deux. La déchéance. La déchéance, intervient quand vous n'avez pas renouvelé votre marque.
La marque est enregistrée pour 10 ans. Vous n'avez pas renouvelé au terme de validité, c'est-à-dire au terme de 10 ans, on vous accorde un délai probatoire de 6 mois et de 2 ans maximum. Après, vous êtes dessus. Maintenant, 6 mois, vous pouvez renouveler, il n'y a pas de problème. 2 ans après, vous passez en restauration. Passez 2 ans, vous êtes vraiment dessus. Il y a aussi vous devez, la condition, ça c'est la première des conditions. La deuxième condition, c'est que vous avez enregistré la marque, vous n'utilisez pas. Une tierce personne peut vous attaquer parce qu'elle a observé que vous n'utilisez pas la marque, nulle part. Elle peut vous attaquer. Pardon? Oui, c'est ça, oui, je vous écoute. Voilà, il peut vous attaquer pendant 5 ans. Parce que si après 5 ans, vous n'utilisez vraiment pas la marque, il peut vous demander vraiment qu'on vous arrache la marque pour donner à une tierce personne. Donc voilà un peu, ça c'est. Maintenant, quelle que soit la marque individuelle, la marque collective, la marque c'est la marque. La marque collective, c'est que soit que le cahier des charges n'est plus respecté parce que elle a enregistré la marque collective. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. La marque collective est enregistrée pour un territoire ou bien pour un produit qui n'existe plus, ou bien que le cahier des charges n'arrive plus à être respecté. En ce moment-là, on peut au bout de choix. Sinon, voilà un peu, moi, c'est ce que je peux dire là-dessus. Maintenant, Monsieur Kwame, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, s'il vous plaît. Effectivement, merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Donc, pour aller dans le même sens que Monsieur le Directeur, il faut dire que la déchéance, c'est comme il a expliqué, soit que le délai de 10 ans est passé et que vous n'avez pas respecté le délai de renouvellement des 10 droits de la marque. Donc, ça tombe en déchéance. Voilà, donc, tout le monde pourra l'exploiter. Aussi, il faut dire que il y a le principe de spécialité qui existe. Donc, quand vous enregistrez une marque, c'est pour une spécialité bien précise. Il arrive que les opérateurs viennent demander l'enregistrement d'une marque et dans la classe, ils choisissent toutes les activités qui sont dans la classe. Pourtant, c'est une seule activité qu'ils mènent sur le terrain. Donc, pour les autres activités que vous ne menez pas, la loi dit que pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédant l'action, on peut demander au directeur général de l'OAPI de prononcer la déchéance de votre marque dans ces spécialités que nous voulons exploiter. Et à ce niveau-là, ça peut arriver. Voilà. Et pour terminer, vous avez posé la question de la disponibilité des jurisprudences. Sur le site de l'OAPI, il y a des décisions de jurisprudence rendues par la Commission supérieure de recours. Voilà, sur les oppositions, sur les commissions d'opposition et même de revendication, je pense. D'accord, ok. Donc là-bas, et puis il y a même un recueil physique qui est disponible même au niveau de l'OAPI. Où est-ce qu'on peut l'avoir où? Bon, là, ça sera à l'OAPI. Ah, on ne peut pas l'avoir à l'OIPI? Non, pas à l'OIPI, c'est à l'OAPI que vous pouvez l'avoir. D'accord. Merci beaucoup. Merci, M. Kwame. Madame Florentine Memel. Non, excusez-moi, il a posé une question sur les similitudes. Kwame, tu peux répondre? Madame, s'il vous plaît. Sur les similitudes. Alors, en fait, je disais que... Bon, les similitudes, il faisait référence aussi aux différentes décisions c'est ça, oui, c'est ça. Rendues par la Commission supérieure de recours, lui permet de pouvoir au moins éclairer sa lanterne par rapport à ça. Voilà, c'est ça exactement. Selon ça, c'est le deux, ça se rejoint. C'est pas une autre question. Merci. Allez-y, madame. OK. Merci de m'avoir donné la parole. Je remercie tous les exposants et la modératrice aussi. Je remercie tout le monde. Ma préoccupation, c'est... J'ai déjà posé ça dans le chat, mais j'ai été déconnectée, donc je ne sais pas si ça a été répondu. J'ai demandé si j'ai un délai pour réagir à partir du moment où je constate que quelqu'un est en train d'utiliser ma marque. C'est-à-dire, bon, en fait, c'est un cas réel que c'est en train de poser. La marque que j'ai protégée à l'OIPR, on m'a informé que quelqu'un est en train d'utiliser la marque au Sénégal. Mais bon, j'ai dit, elle n'a qu'à utiliser le temps que je m'en occupe après. Donc, en même temps, je me dis, bon, peut-être que si je ne réagis pas vite, mais parce que ça ne fait pas 5 ans, c'est l'année en 2024 là seulement que j'ai protégé la marque. Et puis, bon, déjà, on me dit,
fin 2025 là que quelqu'un est en train d'utiliser ça là-bas. Et je me dis, bon, certainement que j'ai le temps d'aller m'en occuper après. Et donc, en même temps, je me dis, il faut que je demande, parce que peut-être qu'après, on va dire, mais depuis que tu étais au courant, tu n'as rien dit, donc c'est plus la peine, tu as perdu la marque. Alors, comment ça se passe au juste? Est-ce que j'ai le temps ou bien j'ai un délai? Madame Oui. Florentine, vous voyez, vous avez votre voiture, quelqu'un vient vous prendre votre voiture et puis vous laissez le gars rouler et puis vous dites non que j'ai le temps pour aller réagir, pour restaurer mes droits. Vous voyez que ça ne va pas. C'est votre voiture. La marque, c'est comme ça. La marque, c'est votre terrain. Si vous constatez quelqu'un en train de construire sur votre terrain, vous faites comment? Aussitôt, vous allez rapidement pour l'empêcher. Parce qu'une marque ne devient forte que quand on réagit promptement à son usurpation. Voilà, c'est ce que je peux dire. Parce que tant que vous ne réagissez pas, l'autre va penser qu'il est dans ses droits. Donc, comme je dis, l'OAPI, nous, on ne parle pas en termes de pays, on parle de territoire. C'est-à-dire que on peut supposer que vous êtes en Côte d'Ivoire et que le Sénégal est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, à Mont, par exemple, votre marque est copiée. Vous n'y allez pas. Vous laissez les gens prospérer. Non, il faut réagir. C'est pour ça que la marque est très importante. C'est pour ça que je dis toujours, si vous ne pouvez pas utiliser seule la marque, vous pouvez vous associer pour exploiter votre marque. Donc, le consortium qui utilise la marque va pouvoir dégager un certain temps, un moyen. C'est-à-dire que la marque, c'est ça qui vous fait gagner de l'argent. Si la marque vous fait gagner 10 millions par an, prévoyez au moins 500 000 ou 1 million qui est là, comme dans le budget, pour assurer sa défense. Vous pouvez interpeller, parce que normalement, dans votre cas, par exemple, si la marque est contrefaite au Sénégal, c'est au Sénégal qu'il faut aller porter la plainte. Vous pouvez déjà, avec les mandataires ici en Côte d'Ivoire, voir un qui a des correspondants au Sénégal et voir comment est-ce qu'ils peuvent véritablement vous faire restaurer dans vos droits. Donc voilà un peu, madame, n'attendez pas, il n'y a pas un temps d'attente. Il n'y a pas un temps d'attente. Parce que si vous laissez que ça se perdure, ils vont galvauder votre marque. Ok, merci. Je ne voulais pas utiliser le terme, ils vont prostituer votre marque. Dans notre jargon, c'est ce qu'on utilise. Ah ouais. Voilà, parce que si la marque est forte quand elle est protégée. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas avoir l'idée de créer votre boisson gazeuse et l'appeler Coca-Cola. Ce n'est pas possible. Vous avez peur, parce que Coca-Cola a des avocats partout. Ils sont aux États-Unis, mais ils ont des yeux partout. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, ok, merci beaucoup, monsieur. Voilà, en tout cas, vous avez ouvert mes yeux sur une réalité aussi, la question de prostitution. Voilà, c'est très important. Parce que oui, jusqu'à ce que j'ai réagi, ils ont utilisé la marque pour faire des vilaines choses. Voilà, c'est ça, c'est pas bon. Ah, ok, merci beaucoup, monsieur. Donc, réagissez rapidement, promptement. Ok, merci bien. Et comme j'ai l'habitude de dire, on a des enfants qui sont dans l'université, qui sont sortis, ils ont des bons diplômes en droit, qui ne sont pas forcément. Ils peuvent vous écrire un truc, vous aider, contacter tout cela. Vous allez voir, les avocats ne sont pas aussi chers. Hein. Allez-y voir un avocat ou un avocat spécialisé, vous lui posez votre problème, ou bien vous venez nous voir. On va vous donner les avocats spécialisés en droit de propriété intellectuelle. Ils vont vous aider en fonction. Vous payez un peu juste pour qu'ils mettent votre argent pour vous. Je vous en prie, réagissez. Si vous ne réagissez pas, la marque sera dans le domaine public. Ça a commencé au Sénégal, peut-être qu'en Guinée à côté, ils ont pris, peut-être qu'au Mali, ils ont pris. Donc, faites très attention. À quoi ça sert d'enregistrer votre marque si vous ne pouvez pas la défendre? Voilà ok, ce que je peux vous dire. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Léon Michel, vous pouvez prendre la parole. Ok, merci. Merci aux exposants. Chez moi ici, il est quoi, 5 heures du matin. Je tenais à vous dire merci parce que ça, c'est vraiment très instructif pour moi-même aussi en termes de développement logiciel. Je voulais revenir sur le point concernant la déclaration des droits d'auteur pour les logiciels. J'ai eu un enregistrement auprès de l'OAPI pour une marque. Vu que j'ai l'intention d'utiliser le logiciel, je peux dire dans toute la sous-région, en Côte d'Ivoire, au Bénin et autres, il va sans dire qu'il me revient de pouvoir déclarer en fait ce droit d'auteur aussi pour les différents bureaux de droit d'auteur de ces différents pays, ou à partir du Burida,
je peux me prévaloir de la déclaration du Burida et puis aussi faire valoir avec les différents bureaux qu'ils ont dans ces différents pays. C'est votre question? Oui, oui. Bon, bien sûr. Vous savez, le Burida a de la collaboration avec tous les bureaux de droit d'auteur dans le monde. Et le Burida fonctionne un peu comme la Poste. C'est-à-dire que à la fin de l'année, la Poste du Burkina et la Poste de la Côte d'Ivoire voient combien est-ce que les Ivoiriens ont versé, combien est-ce que les Burkinabés ont versé, et puis ils font la compensation. Il en est de même. Donc, le Burida, et ils ont tout hein, à leur sein. Ils ont des juristes, ils ont tout le personnel à même de vous accompagner. Donc, du coup, parce que, et puis surtout que en termes de droit d'auteur, il y a le traité de Rome, de Berne, tout ça là qui régit. Donc, quand tu as un droit d'auteur, tu as déjà souscrit à toutes ces conventions-là. Or, la convention, ça nous unit. Donc, du coup, vous pouvez exploiter ça pour pouvoir véritablement faire valoir vos droits et développer votre business. Voilà, donc allez-y voir au Burida, ils vont vous donner plus d'enseignements, puis voilà, vous pouvez démarrer votre business. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Merci bien. Monsieur Choupo, vous avez la parole. Allô? Allô? Ah, on ne t'entend pas du tout, hein? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend, merci beaucoup, monsieur Choupo. Ok, merci beaucoup. Merci pour la qualité des exposés. C'est suffisamment édifiant. J'ai levé la main lorsque la dame s'est plainte de ce que sa marque nouvellement déposée faisait déjà l'objet d'une copie au Sénégal. J'ai bien voulu lui faire comprendre que c'est peut-être l'occasion pour elle, de rentabiliser sa marque au niveau du Sénégal, parce que la défense ne consiste pas uniquement à interdire l'utilisation, mais peut-être à faire de sorte que celui qui exploite illégalement actuellement la marque au Sénégal signe un contrat d'exploitation, une autorisation, comme une licence d'exploitation, et puis ça lui rapporterait suffisamment de l'argent. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est au Sénégal, qu'elle est en Côte d'Ivoire, qu'elle pourrait penser que pour exploiter sa marque au Cameroun, par exemple, où je me retrouve, et qu'elle a forcément besoin d'être sur le territoire camerounais. Donc, il suffit seulement d'assurer la veille et de se rendre compte qu'au Cameroun, il y a des personnes intéressées par l'exploitation de sa marque et de passer des contrats avec ces personnes-là et d'en tirer des profits économiques. Donc, c'est à l'occasion de sa question que j'ai voulu faire cette intervention et saluer mon promotionnaire, Yao Guillaume, pour la qualité de son exposé. Le féliciter pour sa nouvelle casquette, parce que lorsque nous étions encore en formation, il n'occupait pas encore le prestigieux poste que j'ai découvert ce matin. Bonjour à tous. Merci beaucoup, monsieur Choupo. Voilà, c'est ce que je disais à madame. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle s'adresse à des spécialistes qui vont l'aider dans l'expansion de son business. Et comme ça, comme M. Choupo l'a dit, donc, voyez comment est-ce que vous n'êtes pas forcément obligé de vous déplacer pour concéder des licences à des gens qui sont intéressés par votre marque. Mais à ce moment-là, il faut que ça soit fait dans les normes. Dans les normes, pour ne pas que vous souffriez encore dans l'avenir de ce désagrément-là. Donc, adressez-vous à un spécialiste qui va vous aider comment monter vos dossiers pour voir. D'abord, il faut qu'il constate, le Sénégalais là, qu'il est en train d'enfreindre un droit qui existe déjà. Et maintenant, comment transformer ce dérapage-là en client potentiel? Donc, vous le fournissez, ou bien vous le donnez, ou bien vous pouvez donner une franchise, ou bien vous pouvez donner une licence. Voilà. Merci beaucoup, M. Choupo. Merci beaucoup, Mme Florentine. Monsieur Yao Kwame, vous avez la parole. Oui,
Bonjour à tous, merci madame de me passer la parole. Je voudrais remercier tous les exposants pour la qualité de leur présentation. Moi, j'ai une question, mais en 3 volets. Sinon en 2 volets. Voilà. Je voudrais savoir si une marque qui est enregistrée par l'OAPI peut produire des effets, peut être protégée, c'est-à-dire cette marque-là, est-ce qu'elle bénéficie de la protection en dehors du territoire de l'OAPI? Un exemple concret. La boîte où je suis, on nous avait informé qu'en Chine, on utilisait notre marque là-bas pour pour confectionner des produits. Est-ce que nous, par exemple, si on doit pouvoir agir, défendre notre marque en Chine, est-ce que le fait que la marque soit enregistrée à l'OAPI, est-ce que ça constitue un avantage pour nous? Bon, dans le même volet, est-ce que l'OAPI collabore avec des organisations de protection intellectuelle en dehors de son territoire? Par exemple, ça peut être sur le continent africain, comme ça peut être sur le continent européen, asiatique ou américain. Merci. Merci beaucoup, M. Yao Kwame. Je crois connaître la voix. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. En fait, la marque, comme le brevet, comme le dessin modèle, d'abord, à l'origine, c'est territorial. Ça veut dire que le droit est exercé sur un territoire où vous avez sollicité la demande d'enregistrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez sollicité la demande d'enregistrement à l'OAPI, vous êtes enregistré qu'à l'OAPI et le Ghana qui n'est pas dans l'OAPI n'est pas dans le territoire couvert par votre enregistrement. Et donc, si vous êtes intéressé par le Ghana, vous allez au Ghana pour enregistrer au Ghana. Mais bien mieux, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a mis en place un système, enfin, administre donc un système qu'on appelle le système de Madrid, par lequel vous pouvez solliciter aussi tous les autres États membres qui peuvent vous intéresser. Et donc, en l'espèce, il y a au moins 123 pays, si je ne me trompe pas, ou 130 pays maximum qui sont partis à cette convention. Donc, vous pouvez solliciter aussi à partir de votre marque de base ces autres territoires, dont le Ghana, le Nigeria, etc., qui ne sont pas partis, qui ne sont pas membres de l'OAPI. Mais, vous savez, la protection, c'est par étape et surtout par intérêt. Si j'ai intérêt à déposer en Chine, en ce moment-là, j'enregistre en Chine. Maintenant, la marque, comme je vous le dis, la marque est toujours assortie d'une classification, c'est-à-dire de la spécialité. Et donc, si vous avez enregistré votre marque pour les jeux ou pour la bière ou pour la peinture ou pour les tenues, les vêtements, etc. Donc, la spécialité, il va falloir que vous voyez en termes de spécialité, est-ce que la Chine, la marque est faite en Chine, est-ce qu'ils utilisent la même spécialité que vous? Sinon, vous pouvez déjà solliciter la Chine pour déjà enregistrer dans votre spécialité. Donc, c'est une continuité donc, de votre marque. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc, vous voyez que j'ai répondu à vos deux questions en même temps. Voilà, je ne sais pas s'il y a M. Kwame a d'autres choses à dire aussi par rapport à ce que j'ai dit. Non, c'est bon. Je suis satisfait de la réponse. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, j'ai mon collègue, M. Kwame, aussi, qui va voir s'il peut aussi ajouter quelque chose. Bon, Guillaume, tu as quelque chose? Allô, vous m'entendez? Oui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Ce que j'allais ajouter à tout ce que vous avez dit, c'est qu'on ne peut revendiquer un droit on ne peut revendiquer un droit de propriété intellectuelle si et seulement si on a protégé ça sur ce territoire. On est qu'il y a le principe de territorialité qui existe. Ça seulement dans la zone OAPI, vous pouvez revendiquer vos droits. Si vous voulez revendiquer au niveau de la Chine, vous voudrez que vous ayez enregistré votre titre de propriété sur le territoire chinois. Donc c'est un peu ça que j'allais ajouter. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame la modératrice. Non, je tenais à remercier ici tous les participants. Merci aux différents avocats, merci aux différents experts que je vois ici, merci aux promotionnaires, merci à tous ces opérateurs qui sont présents. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est déjà, vous les experts, de conseiller ceux qui sont autour de vous quant à la nécessité de protéger leurs œuvres et à l'intérêt même de pouvoir défendre leur type de propriété intellectuelle. Donc, il y a assez de mécanismes de défense juridique qui s'offrent à eux, qui sont prévus soit dans l'accord de Bangui, dans les lois nationales, dans les conventions internationales. Aux opérateurs, venez protéger vos œuvres, adapter des stratégies, voilà, de veille, pouvoir surveiller pour pouvoir prévenir d'éventuelles atteintes ou infractions. Et il y a tellement de stratégies qui s'offrent à vous pour pouvoir mieux exploiter votre type de propriété intellectuelle. Donc, sur ce, je tenais à dire merci au directeur général de l'OIPI, au comité d'organisation du webinaire et bonne suite à tous. Allô? Oui, monsieur Songa, vous avez la parole pour votre mot de fin. Voilà, je voudrais sincèrement dire merci à tous. C'est le premier webinaire de l'année. Nous comptons organiser bien d'autres. Et c'est de cette façon que nous pensons pouvoir être utiles, parce que nous sommes aussi un élément dans la stratégie du président de la République, pour dire que quand on a créé quelque chose, il est bon qu'on soit l'utilisateur exclusif, ou bien à la limite, on peut conditionner l'utilisation de ce qu'on a créé à travers des licences, des franchises, ou même on peut céder, mais en tout cas en connaissant de cause, on prend toutes ces actions-là. Mais toujours dit que quand on a créé quelque chose, c'est pour vraiment pallier ou bien résoudre un problème. Et résoudre un problème, vous savez que depuis qu'il y a une économie des marchés, tout est argent. La propriété intellectuelle donc rime avec argent. Et quiconque crée un truc, c'est pour gagner de l'argent. Et vous savez que là où il y a l'argent, il y a toujours des fraudeurs, il y a toujours des voleurs. Les contrefacteurs, ce n'est rien d'autre que des voleurs. Donc, vous n'êtes pas qu'on vous vole. Il y a des spécialistes que l'OAPI aussi a formés, des mandataires, des avocats, des gens de droit qui sont là pour vous aider. Nous sommes là juste pour coordonner tout ça, mais des avocats sont là pour vous aider. Ne pensez pas que vous enregistrez ma marque, c'est moi celui qui doit, ça suffit. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Aussi bien, quand on construit sa maison, on l'entoure d'une palissade, on met les portes, on met les fenêtres, et sur la palissade, on met des fils barbelés, et sur les fils barbelés, on peut même électrifier les fils barbelés. Ensuite, on met des chiens, on met un gardien, parce que tout simplement, ce qui est dans la maison a de la valeur pour nous. Il en est de même pour la marque. La marque, c'est la marque qui vous fait gagner de l'argent. Songez aussi à mettre un petit budget de côté par rapport à ce que la marque vous apporte pour assurer son respect, pour assurer sa défense. N'attendez pas que la faute soit commise d'abord. Soyez vigilants, veillez. Vous ne pouvez pas tout faire. Ayez des gens qui suivent le marché pour vous. Ayez des gens qui suivent le marché pour vous. De temps en temps, ils vont sur le marché. Parce que si votre stock ne finit pas, c'est que quelque part, il y a un blocage. S'il y a un blocage, amenez les gens à chercher et à trouver ce qui bloque. Et soyez toujours vigilants. Vous ne pouvez pas toujours travailler seul. Entourez-vous de bons collaborateurs qui comprennent le bien fondé de votre mission et ensemble, vous allez grandir, faire grandir votre business. En tout cas, au nom du directeur général, je voudrais sincèrement vous dire merci et pouvoir compter sur vous. Je voudrais donc vous dire merci beaucoup pour tout. Merci bien pour votre attention soutenue. Merci pour les différentes formes de questions que vous avez posées, des très belles questions. Merci à Madame Florentine, c'est ça. Je vous dis, à part d'aujourd'hui, à part de demain, même chercher à nous rencontrer, on va vous conseiller des mandataires
qui vont vous surveiller votre marque pour vous, parce que vous avez trouvé bon de venir enregistrer votre marque, c'est pour pouvoir en jouir pleinement. Monsieur Yao, qui a posé la dernière question, si d'aventure la Chine vous intéresse, il faut que vous alliez, ou bien vous passez par le système de Madrid pour pouvoir étendre votre marque sur le territoire qui vous intéresse. C'est comme ça que vous allez véritablement vous asseoir. Maintenant, il faut voir, parce qu'ils vont voir si est-ce que la marque chinoise n'est pas dans la même classe que vous en ce moment-là. Si c'est dans la même classe que vous, ne pouvez pas déjà, ils ont déjà pris le territoire chinois, vous devez changer. Voilà, c'est aussi des stratégies, hein. Voilà, ainsi de suite, voilà. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Nous arrivons au thème de ce webinaire consacré à la défense des droits et à l'exploitation économique des actifs de propriété intellectuelle. Les différentes interventions ont permis de rappeler que la propriété intellectuelle n'est pas seulement un outil juridique, mais également un levier, un véritable levier de développement économique et de compétitivité pour chacune de vos entreprises. Au nom de l'OIPI, je remercie nos deux intervenants pour la qualité de leur contribution, ainsi que vos chers participants pour votre présence et pour votre engagement. Nous espérons que les échanges de ce jour vous permettront de mieux défendre et valoriser vos actifs de propriété intellectuelle. Sur ce, nous vous remercions et bon après-midi. Merci et à vous pareillement. Merci. Merci. Bon Merci. réveil pour nous. Bon réveil, mais il va dormir encore, mon cher. Il est 4 heures du matin ici. On vous entend, monsieur Kwame Diom.